cet argent ira directement à l'État et puis ils feront ce qu'ils en font comme d'habitude, hein. C'est-à-dire qu'ils en font n'importe quoi. Voilà. Ou ils le détourneront et puis ils iront poser dans Playboy. Ou alors, tu auras des mallettes de cash au Parlement européen que le Qatar te donnera pour te corrompre. Et là, par contre, il n'y a pas d'euro numérique. Quelle forme prendra cet euro numérique? Bah, au final, la forme, on s'en fout un peu. On est déjà dans un euro numérique, on soit un euro digital dans tous les cas. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu pourras acheter avec ton euro numérique? Quelle est la durée de validité de ton euro numérique? Qui peut te couper ton compte en banque ou pas? Enfin, est-ce que c'est comme un compteur Linky où je peux te débrancher en 3 clics ou tu vois, ou est-ce que c'est donc il y a des vrais sujets aussi sur la souveraineté monétaire individuelle de chaque personne à se poser. C'est est-ce que du coup je suis prêt à ce que l'État ait la pleine propriété de mon argent? Et tu te retrouves dans un système où Orwell, en fait, il n'avait pas si tort que ça, 1984. Si vous faites des conneries, vous payez vos impôts. Est-ce que tu laisses ton argent dans les banques? Je mets tout sous mon oreille. Bon placement. Très bon placement. Compte courant. Compte courant. D'ailleurs, Vas-y. si tu regardes aux États-Unis, aujourd'hui, tu vois que tu as de plus en plus d'argent qui sortent des dépôts. Alors, des dépôts. Bon, après, ils n'ont pas beaucoup de dépôts déjà à la base. Ouais, mais quand tu regardes les dépôts, c'est compte courant de base. Hein. Aux États-Unis, si tu veux, quand tu regardes les datas, hein, tu regardes sur Fred, la réserve fédérale, et ce qui s'est passé, c'est que tu observes qu'il y a eu une chute de M1, l'agrégat M1 monétaire, de 2000 milliards de dollars. Pardon. Sur M1, si tu veux, c'est pièces, billets, dépôts à vue, hein, compte courant classique, et dépôts d'épargne, entre guillemets, donc compte d'épargne qu'on peut avoir livret A, etc., etc. Et tu remarques que la majorité de l'argent qui a été sorti, en fait, il n'a pas été retiré au guichetier, on va dire, hein, à l'ATM, Automated, je ne sais plus quoi. Et en fait, simplement il est sorti du système bancaire américain pour aller dans les fonds monétaires. Donc tu te retrouves avec des banques qui sont sous pression, parce que en règle générale, donc, au passif, tu as les dépôts, et pour pouvoir rendre l'argent aux clients, il faut que derrière l'actif, il y ait quelque chose. Aujourd'hui, à l'actif, tu as la majeure partie du temps, c'est les obligations. Les obligations, pourquoi? Réglementation, en plus obligation d'État, puisque la réglementation après 2009, BAL 3, oblige les banques, si tu veux, à avoir une certaine partie de leurs actifs en obligation. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les obligations se pètent la gueule. Mais pourquoi? Parce que crise des dettes, les taux montent. Donc tu as les taux qui montent, tu te retrouves avec des banques qui sont obligées de rendre l'argent à leurs clients. Et surtout qui ont Le problème, c'est que la contrepartie... Qui ont des actifs qui baissent, en fait. Voilà, la contrepartie, c'est des actifs qui se pètent la gueule. Non pas parce que les actifs... Alors, après, est-ce qu'ils sont pourris ou pas? Ça, c'est un autre débat. Pour un effet mécanique. Indépendamment que les actifs soient bons ou mauvais, simplement parce que comme les taux remontent, la valeur des obligations chute, et ils sont obligés de revendre en masse. Et ils revendent en masse parce qu'il y a des retraits aussi en masse. Exactement. Et du coup... Tu te retrouves avec des banques, ça fait Silicon Valley Bank, qui en plus ne sont pas couverts contre le risque de taux, hein, au travers de swap notamment, et qui se retrouvent à tomber une après l'autre. Alors aujourd'hui, en plus, ce qui est intéressant, c'est que les gens, il faut bien qu'ils le comprennent, hein, c'est que la SVB, elle n'a pas fait faillite parce qu'elle a spéculé n'importe comment sur des actifs financiers pourris. Hein. Elle avait des obligations d'État américaines. Alors, obligations d'État américaines, qui sont considérées comme sans risque. Safe. Mais que tu le veuilles ou non, si les taux remontent, t'as beau avoir l'actif le moins risqué au monde, les obligations... Alors ça, est-ce que tu as expliqué déjà la relation taux-prix d'une obligation aux gens ou pas? Une obligation d'État, en fait, c'est un papier qui dit je prête de l'argent à l'État, et l'État, il en fait ce qu'il veut, et en général, il l'utilise pour ses dépenses. Voilà. Okay, exemple concret, l'État américain a besoin de financer un nouveau pont, ils veulent construire un pont, ils cherchent de l'argent, ils disent j'émets une obligation de $100, et je te donne 3% par an, et voilà. Et donc toi, tu as $100 en réserve, toi en tant que client, enfin en tant que citoyen, tu les prêtes aux États-Unis, ils te filent une obligation, un papier avec marqué obligation $100, ils te donnent 3% par an, voilà, hein, et avec cet argent-là, ils font ce qu'ils veulent en fait. Mais bon, ils vont construire le pont en l'occurrence. Ce qui se passe avec les obligations, c'est que quand le taux d'intérêt monte, le prix de l'obligation baisse. C'est une relation mathématique simple. Okay, si l'obligation c'est 103, donc 100 le nominal, hein, le prix nominal, c'est 100, tu prêtes 100, il te donne 3%. Si du jour au lendemain le taux passe à 5%, bah, le prix de l'obligation il sera plus de 100, il sera de 98. Ce qui fait que tu as perdu 2 si tu revends. D'accord ?
Ce qui se passe avec les obligations, c'est que si tu revends ton obligation à la maturité, parce que le prêt, un prêt, ça a une durée dans le temps. Là, dans l'exemple du pont, imaginons que l'État américain vous dise, c'est une obligation sur 3 ans. Donc pendant 3 ans, voilà, tu me prêtes 100 euros, enfin 100 dollars. Pendant 3 ans, je te verse 3% par an et au bout de la troisième année, je te rends les 100 dollars. Ce qui se passe dans la vie d'une obligation, c'est que si au bout de la première année, les taux montent à 5%, le prix de l'obligation, il va baisser à 98. Donc si toi, t'attends la fin de la troisième année, contractuellement, ils doivent te rembourser 100. Donc tu n'auras pas perdu d'argent. Même si le prix de l'obligation il a fluctué à cause de la hausse des taux, tu auras touché ton 3%, ok, par an. Et à la fin de la maturité, on te remboursera 100. Mais si tu veux revendre ton obligation avant la fin de la maturité, avant la fin des 3 ans, au bout de la deuxième année, parce que tu as besoin d'argent, hein, voilà, tu dis, bon, je vends mon obligation, bah, vu que les taux ils sont à 5, ton obligation, elle vaut plus 100, elle vaut 98, donc tu as perdu 2. Donc tu as perdu 2 dollars dans cette opération. Ok, bah, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la SVB Bank. Est-ce que tu peux expliquer du coup, là, avec l'exemple, maintenant ils vont mieux comprendre, je crois. Tout simplement que si tu avais les dépôts, c'est 100, hein, si tu as 100 voilà, euros en ils avaient banque, prêté, donc les gens avaient déposé, les start-upers avaient déposé plein d'argent chez des SVB. clients particuliers, que ce soit des entreprises, des particuliers, et quelle que soit la banque d'ailleurs. Et SVB avait acheté des obligations à 100, imaginons, avec un taux d'intérêt très très bas, parce qu'à l'époque les taux d'intérêt étaient très très bas. Jusque la dernière décennie, de toute façon, on avait des taux d'intérêt bas. Et bon, les dépôts, hein, l'argent qu'on a avec compte bancaire, si moi je laisse 100, je veux pouvoir retirer au moins 100. Alors, en valeur nominale, après je prends pas en compte l'inflation, en valeur réelle, qui fait que en réalité ton pouvoir d'achat a quand même chuté. Mais du coup, tu te retrouves avec des passifs, parce qu'à la banque, hein, des dépôts dont la valeur reste stable dans le temps, prend pas de la valeur et chute pas non plus. A priori, c'est censé être stable. Et à l'actif, la contrepartie qui te permet d'avoir une garantie, entre guillemets, que je te rembourserai, obligation d'État ou des obligations, ce qu'on appelle de GSE, c'est-à-dire des entités garanties par le gouvernement américain, qui sont a priori censées être équivalentes en termes de risque aux obligations d'État. Un peu bizarre, typiquement des MBS, c'est-à-dire des exactement, c'est-à-dire des crédits immobiliers qui ont été titrisés par Fannie Mae, Freddie Mac et autres, qui sont des entités semi-publiques, mais en tout cas garanties par le gouvernement. D'ailleurs, les États-Unis n'ont pas laissé tomber ces entités en 2008, quand elles auraient dû faire faillite. Et donc, tu te retrouves dans le bilan, quand tu auras le bilan des banques américaines, avec des actifs titrisés de crédits immobiliers, de cartes étudiantes, prêts pour acheter des voitures et autres, et des obligations d'État. Le problème, c'est que ces obligations-là... Et comme le taux auquel ils ont acheté, imaginons il était à 1, il est passé à 3,4, bah forcément, l'obligation vaut plus 100, vaut peut-être 98, 96. Et comme tu as des retraits en masse, notamment pour aller chercher du rendement dans les fonds monétaires, puisque les taux ont augmenté. Non, pas parce que SVB, c'était des startups. Elles retiraient l'argent parce qu'elles étaient à court de thunes, vu que c'est la crise, tu vois. Totalement. Et après, tu as aussi les clients qui se disent « Pourquoi je vais laisser mon argent dans une banque qui me verse zéro ?» Alors que j'ai des deals à j'ai des fonds, 8, 10, des 12, fonds monétaires, des fonds monétaires qui sont pareil, j'ai l'argent disponible très rapidement puisqu'ils investissent dans des obligations à très court terme qui versent du 4-5% et qui eux n'ont pas ce risque de liquidité puisque j'attends 3 mois, ces obligations à 3 mois, je vais avoir l'argent très rapidement. Donc les banques se retrouvent à devoir vendre rapidement leurs actifs qui ont perdu de la valeur. Donc le bilan est déséquilibré, et quand tu as un bilan déséquilibré, c'est-à-dire que la valeur de ton passif est supérieure à la valeur de ton actif, ben, tu rentres potentiellement en faillite. Et donc tu as la Fed qui est venue en urgence avec son plan pour prêter en garantie de ces actifs qui ont perdu de la valeur. Aujourd'hui, ça a l'air d'avoir stabilisé entre guillemets, à voir ce qui va se passer par la suite. Alors du coup, tu as des théories, on peut en discuter, qui disent ce qui se passe avec les banques, tu vois, je cherche mes mots parce que faut faire attention à ce qu'on dit. Mais ce qui se passe avec les banques, grosso modo, c'est les banques centrales et les gouvernements qui le mettent en place pour oui, je vois. instaurer une monnaie digitale de banque centrale. Bah, en même temps, si elles veulent éliminer leurs concurrents, c'est la meilleure façon de procéder. Hein. Tout le monde a des obligations d'État. Tu sais que si tu fais monter, ça fait chuter la valeur de l'actif. Et tu sais que tu mets un petit vent de panique aux gens, ils vont retirer, tu fous tout le monde en faillite, et puis derrière, les gens comptent chez toi parce qu'il n'y a plus de banque d'État, et voilà. C'est une théorie, après, la vraie... Enfin, est-ce que c'est ça ou pas? J'en sais rien. C'est une stratégie qui est pas conne en soi, hein. Enfin, c'est plutôt même intelligent. T'élimines tes concurrents, oui. Enfin... Alors, disons que, bon, la baisse des taux, elle commence à l'entour des années fin 70, début 80, après le choc pétrolier. Bon, ça, a priori, monnaie digitale...
à moins qu'Internet soit hyper développé, ça n'existait pas encore. Par contre, qui profitent de la situation pour évoquer de plus en plus le sujet des monnaies digitales. Oui, et puis d'avoir un D'ailleurs, tu compte avec courant. Christine Lagarde, ça fait déjà 2 ans, Ouais, et 2 ou 3 ans. C'est ça, il y a 24 mois de période Exact. d'études de l'euro Ça, numérique. par contre, ça c'est indéniable, c'est sûr et certain. Oui, mais ils Alors, l'ont dit. que ce soit prémédité, j'en suis pas si sûr que ça. Qu'ils profitent de la situation, ça c'est clair et net, c'est sûr. Oui, puis en plus, c'est bien, parce que du coup, tu te dis, bon, les banques de détail ne sont pas assez solides, on va réformer le système bancaire, vous aurez tous votre compte courant auprès de la Banque Centrale Européenne, on est l'institution qui fournissant et qui créant la monnaie, donc au final, il n'y a pas plus légitime que nous pour avoir votre compte chez nous, parce que nous, c'est 100% safe, c'est nous qui gérons la thune. Donc oui, c'est un discours logique, et oui, si tu veux tuer tes banques, c'est une bonne façon de faire. Bah, les banques qui vont survivre, c'est les banques privées, au final, les banques qui font pas... dans les produits dérivés, dans les assurances vie, les banques privées. Typiquement, les banques privées suisses, elles ne sont pas impactées par ça. Tu vois. Enfin, toutes les banques qui n'ont pas de dérivés ou d'obligations d'État trop importantes dans leur bilan, elles sont tranquilles. Je crois qu'elle s'appelle Crédit Suisse. Ouais. Crédit Suisse, c'est encore un autre dossier, ça. Hein. Ah, et Crédit Suisse, par contre, c'était la partie Investment Bank. Parce qu'il y a quand même 5 pôles Crédit Suisse. Tu as le pôle clientèle retail, tu avais le pôle gestion de patrimoine, tu avais le pôle Investment Bank, tu avais, je sais plus exactement, enfin il y en avait 2 autres ou un autre. La finance de marché. Et du coup, c'était quand même ce pôle-là qui était pourri. En réalité, Crédit Suisse, il n'y avait pas ce pôle, parce qu'avec Archegos Capital et tous les Tunabons, ouais, j'avais analysé le dossier Crédit Suisse. Alors, ils n'étaient pas rentables sur certaines activités, comme tu dis, ils perdaient de l'argent sur la banque d'investissement, si je dis pas de bêtises. Ils avaient réformé ça, ils avaient viré un max de monde là-dedans. Ils avaient quand même, par contre, pas mal de fonds propres. Voilà. C'est une banque qui était bien capitalisée, qui avait des belles réserves, qui avait pas mal d'argent de côté, mais qui avait des secteurs non rentables sur lesquels ils faisaient n'importe quoi. D'ailleurs, tu voyais avec UBS ne voulait pas justement reprendre cette activité-là qui était pourrie, l'investment bank, précisément parce que sur ça, c'était carnage, quoi. Financement un peu douteux et autres. Mais globalement, à part ça, si tu enlèves ce pôle-là, c'était une banque qui n'aurait pas dû c'est une banque qui a beaucoup de fonds propres. Après, de toute façon, Crédit Suisse, UBS, les deux sont un peu bancals. Hein. En vrai, le vrai bon deal, c'est d'avoir de l'argent dans une banque privée où t'as pas de dérivés, où t'as pas de spéculation là-dessus, où t'as pas trop d'obligations d'État, où les mecs ségrèguent bien les comptes. Bon, ça serait le deal idéal, mais bon, après, c'est pas accessible en public non plus. Quoi. Donc, du coup, bon. Au niveau de la monnaie digitale de Banque Centrale. Du coup, tu dois jouer différemment. Ouais. Monnaie digitale Banque Centrale, 3 scénarios, comme tu l'as dit. Le premier, c'est compte auprès de la BCE. Le deuxième, c'est compte auprès de ta banque de détail, mais utilisation d'un euro numérique. Donc, on convertit les anciens euros en euros numériques et le taux de change, après, ils le décident. Hein. Peut-être que pour t'inciter, ils vont te dire pour un ancien euro, tu as 1,20 nouveaux euros, j'en sais rien, à voir. Et troisième scénario, c'est on te l'impose directement. Il n'y a pas de choix entre tu veux le nouvel euro ou tu veux pas le nouvel euro. C'est on remplace tout et tu as le nouvel euro. Après, maintenant, quelle forme prendra cet euro numérique ? Au final, la forme, on s'en fout un peu. On est déjà dans un euro numérique, un euro digital dans tous les cas. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu pourras acheter avec ton euro numérique ? Quelle est la durée de validité de ton euro numérique ? Qui peut te couper ton compte en banque ou pas ? Enfin, est-ce que c'est comme un compteur Linky où je peux te débrancher en 3 clics ou tu vois, ou est-ce que c'est donc il y a des vrais sujets aussi sur la souveraineté monétaire individuelle de chaque personne à se poser. C'est est-ce que du coup je suis prêt à ce que l'État ait la pleine propriété de mon argent ? Ouais. Alors du coup, parce que même nous, tu vois, on a le Discord, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Ou les commentaires sur YouTube. J'ai eu la réponse, on va dire, ou en tout cas un commentaire de personnes qui me disaient « Ouais, mais globalement, l'euro numérique, ça va rien changer parce que, et c'est vrai, hein, à 90%, tout est digital, les gens. Tout est digital. Moi, ce que je dis, attention, t'as pas compris le fonctionnement là. Oui, c'est ça. Parce que quand tu regardes, effectivement, la masse monétaire globale est majoritairement digitalisée. C'est-à-dire, c'est des comptes en banque, etc., etc. C'est à peu près à 90%. En Suède, c'est pire encore. En Suède, je crois que c'est 99%. Et ils font même presque plus de transactions avec du cash. Tout est digitalisé. Ils payent même le portable et autres. En France, on utilise encore un peu les espèces, monnaie sonnante et trébuchante, entre guillemets, bien que j'aime pas trop cette expression parce que ça veut rien dire, vu que sonnant et trébuchant, c'est résiduel en réalité. On utilise beaucoup la monnaie numérique, électronique, on va dire. Par contre, l'euro digital, le dollar digital ou même le yuan, ce que tu veux, attention, c'est pas du tout la même caractéristique que la monnaie qu'on utilise aujourd'hui. Là, aujourd'hui,
tu as quelque chose qui est créé donc, par les banques. Quand elles octroient des crédits, elles créent des dépôts. On dit les crédits créent les dépôts. Mais tu n'as pas la possibilité, on va dire, de contrôle direct, puisque tu n'es pas en relation directe avec la BCE. Et si on veut se rapprocher d'expériences similaires à un euro numérique, ce qui pourrait ressembler le plus à un euro numérique, tu as le cas en Australie, par exemple. En Australie, ils avaient mis en place une carte, donc c'est le gouvernement, pour aider les personnes qui étaient en recherche d'emploi. Donc c'était un petit peu l'équivalent d'une indemnité pour l'emploi. Ouais. Et donc ces personnes-là, c'était une carte spécifique avec un montant spécifique et une monnaie entre guillemets spécifique, donc le dollar australien, mais un petit peu différent dans le sens où ces personnes-là ne pouvaient pas retirer l'argent à un guichet pour pouvoir contrôler ce qu'elles allaient consommer. Elles ne pouvaient pas dépenser l'argent pour des jeux de hasard, pas d'alcool et pas de tabac. Et donc en fait, ces personnes-là ne pouvaient acheter que certains produits avec la carte, et elles ne pouvaient dépenser cet argent qui était contenu dans la carte que chez certains commerçants. Et donc tu vois qu'en fait, c'est ce qui se rapprocherait le plus d'un euro numérique ou d'une monnaie digitale de banque centrale. C'est la dictature totale. Exactement. Où c'est si tu dépenses chez moi, tu ne peux consommer que ce que je t'impose, que chez qui j'ai décidé qui était éligible à ce programme. Et puis si le copain il est dans les bons papiers de l'autre, il est content parce que tout l'argent vient chez lui. Exactement. Et donc à côté de ça, tu avais aussi Fabio Panetta, donc je ne sais plus quelle relation il a, il est dans le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, qui disait, d'ailleurs Lagarde aussi l'a évoqué à plusieurs reprises, un euro numérique ne doit pas être un vecteur d'investissement, dans le sens où je ne dois pas pouvoir utiliser cette monnaie pour gagner de l'argent. Et donc tout compte qui dépasserait les 3 000 euros subirait un impôt supplémentaire. Donc, c'est-à-dire une monnaie, ce qu'on appelle une monnaie fondante. Dès que tu dépasses ce montant, paf, ça disparaît, tu as perdu de l'argent. Tu te dis, mais c'est quoi ce monde, quoi? En plus de pouvoir contrôler ta consommation, c'est bien, est-ce qu'ils vont l'appliquer à eux, du coup, ça? Non, évidemment, les conseillers ne sont pas payeurs. Ouais. Eux, ils auront des comptes spéciaux qui leur permettront d'avoir plus de 3 000 euros. Exactement. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Ou alors tu auras des mallettes de cash au Parlement européen que le Qatar te donnera pour te corrompre. Et là, par contre, il n'y a pas d'euro numérique. Et tu te dis, en fait, c'est pas du tout le même système qui est implémenté aujourd'hui avec les comptes bancaires. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de relation directe avec la Banque centrale. Donc, on peut vérifier tes comptes, etc. Mais tu as quand même des procédures. Et demain, si tu as un euro numérique, en fait, les banques commerciales telles qu'elles existent aujourd'hui, elles ne servent plus à rien. Franchement, elles ne servent plus à rien. Non, Puis de toute façon, tu n'as pas besoin d'avoir de crédit puisque tu n'as pas le droit d'avoir plus de 3 000 euros sur ton compte. Ouais, il faudrait vite les changer. En tout cas, tu n'aurais plus de crédit à la consommation. Le crédit immobilier, paf, c'est échangé contre chez celui qui te vend le bien immobilier. Alors, je ne sais pas comment il ferait. Mais du coup, vu qu'il a plus de 3 000 euros sur son compte, son argent il va fond. Comment il ferait? Il faut qu'il jette tout à droite à gauche. À quelque chose près, ouais. Ou alors, tu as et puis, du coup, chez un distributeur, chez un mec qui peut recevoir de l'argent agréé, c'est-à-dire, je sais pas, le copain du ministre, lui, il va s'engraisser comme un porc. C'est ça, donc tu retrouves dans un système... Et lui, il aura un compte spécial, numéro, je sais pas, 21, qui permettra d'accumuler plus de 3 000 euros. C'est ça. Ouais, c'est super ça comme projet de société. Donc ça donne envie de rester. C'est ça. Et tu te retrouves dans un système où Orwell, en fait, il n'avait pas si tort que ça, 1984, où tout est contrôlé, tu as l'œil géant, Big Brother, et tu dis, en fait, je peux consommer ça. Alors après, on te dira, pas de pétrole parce que ça pollue, pas ça parce que tu vas grossir. Non, tu pourras acheter des crédits pétrole. Vu que ça pollue, si tu veux repolluer, écoute, tu dois payer une taxe supplémentaire qui s'appelle le droit à polluer, le droit carbone, le pass carbone, ce que tu veux. Et tu achètes des crédits. Voilà. Donc tu as une belle voiture, tu as un Range Rover, je dis une bêtise. Bon, voilà, tu vas acheter des crédits carbone. Cet argent ira directement à l'État et puis ils feront ce qu'ils en font comme d'habitude. C'est-à-dire qu'ils en font n'importe quoi. Voilà. Ou ils le détourneront et puis ils iront poser dans Playboy. Futur de l'euro, du coup, pourquoi futur de l'euro, écoute, futur de l'euro, comme on l'a dit, Ils avaient annoncé une période de 24 mois d'études de l'euro numérique. On arrive bientôt au terme des 24 mois. Si cette crise financière devient une crise bancaire, ça sera la bonne occasion aussi de lancer l'euro numérique, comme dans toutes les crises. Le vrai truc que je redoute, ça serait la mise en place de l'incapacité à épargner en fait. Parce que si tu empêches les gens d'épargner, tu leur empêches en fait de devenir libres. Parce que c'est grâce aux réserves que tu fais aujourd'hui et de l'investissement que tu fais de tes réserves pour générer plus de réserves que tu peux te créer entre guillemets un matelas de sécurité convenable pour quand tu seras vieux. Donc
une des grosses priorités, c'est aussi de voir en fait quelles sont les alternatives au système traditionnel, du coup, épargner en métaux précieux, ce genre de choses-là en fait. Parce que là, du coup, tu as des actifs qui prendront de la valeur avec le temps, qui sont échangeables dans n'importe quelle devise, parce que tout le monde en veut. Je pense que ça va être le vrai plan de secours pour une grosse majorité des gens, et puis pour les gens qui ont plus de moyens, dans tous les cas, il y a toujours des solutions. D'ailleurs, je t'ai jamais posé la question, on n'a jamais évoqué ce sujet, je crois, Mhm. tant quand je suis venu, moi, je suis intervenu Mhm. sur ta chaîne que l'inverse. Quelle opinion tu as, toi, par exemple, de crypto-monnaies, Bitcoin et autres? Ça peut être un bon moyen, mais s'ils lancent leur euro numérique, j'ai peur qu'ils se mettent à l'interdire ou qu'ils se mettent à fortement le réglementer. Parce que je sais que Parce que Olivier, ça serait le bon deal, en fait, la crypto-monnaie, hein. Ça serait l'équivalent du cash aujourd'hui ou de l'or aujourd'hui, mais numérique. S'ils sont dans leur délire de contrôle total, en fait, ils mettront un truc dans le code de l'euro numérique qui t'empêche d'acheter du bitcoin, tu vois. C'est ça le truc fiche. je sais que Olivier, qu'on avait discuté, lui, bon, déjà, il est un peu réticent vis-à-vis des cryptos de manière générale, le Bitcoin. Mhm. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'interdire le Bitcoin, ça reste quand même quelque chose de très, 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 très difficile. Par contre, une fois que tu as fait la transition Pas forcément vers difficile, hein, l'euro, il y a plein de pays où ils l'ont fait. Hein, ils l'ont fait, pour autant, tu peux toujours convertir. C'est-à-dire, admettons, on t'interdit, aujourd'hui, on lance une loi, interdiction d'investir dans le Bitcoin. Avec l'euro, du coup. Ou au sein de la ça zone va euro. être interdiction d'en détenir, c'est Voilà. tout. Des citoyens français, tu ne peux pas détenir. Voilà, du coup, ce que tu fais, c'est tu changes tes euros contre des dollars, tu places tes dollars en Bitcoin, donc tu as toujours Non, tu moyen de les détiens. contourner. Non, tu détiens. Tu as toujours moyen de les contourner. Non, C'est-à-dire parce que tu que, détiens. oui, mais tu détiens, parce qu'ils vont te mettre une interdiction de détenir la crypto, ils vont pas dire une interdiction d'acheter avec de l'euro numérique. Exact. Ce que je veux dire, Et c'est donc que, même si tu achètes avec ton dollar, tu détiens en fait de la crypto. voilà, Donc c'est interdit. pas vu, pas pris, on va dire. C'est Ah bah interdit, après c'est toi et ta chance. exactement. Après, hein, oui. C'est interdit, pour autant, c'est pas impossible d'en acheter. Par contre, effectivement, une fois que tu as l'euro numérique qui est instauré, tu as un moyen de contrôle direct et d'impossibilité de Bah, tu le transaction. mets dans le code, c'est tout. Exactement. Tu mets Bitcoin égale note. Et là, par contre, hashtag. effectivement, ça devient a priori quasi impossible. Donc, c'est le seul moyen, c'est de le faire a priori maintenant, on va dire, ou du moins avant que ce soit Même instauré. si tu le fais maintenant, s'ils te mettent une loi, t'as pas le droit d'en détenir, techniquement t'es obligé de le revendre, quoi. Évidemment, mais tu vois, durant la période de la prohibition aux États-Unis, c'était interdit de prendre de l'alcool. Tu vois, Al Capone. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Après, c'est toi et ta chance, quoi. Voilà. C'est- Et Al Est-ce que Capone, t'as envie de jouer ou qui pas, quoi. n'a pas été pris d'ailleurs à cause de. Oui, c'est à cause des taxes. À cause des taxes. Voilà, donc payez vos impôts. Hein. Si vous faites des conneries, vous payez vos impôts.